Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Étape numéro 17, l'étape pas la plus difficile de ce Giro, pas la plus intéressante aussi de ce Giro, mais on va quand même faire la présentation de cette étape numéro 17 du côté de Caorle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui sera en performant, qui sera en difficulté sur cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas également à rajouter toutes les notifications. Quand vous vous abonnez à la chaîne et que vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez aller voir EPS 2.0 également, les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google, et puis vous pouvez également aller voir du côté de TikTok le débrief de l'étape juste après l'arrivée, dans la demi-heure qui suit l'arrivée de cette étape. Étape 17, étape toute plate donc pour un sprint avant 3 étapes qui seront bien plus compliquées. C'est la dernière chance avant Rome pour les sprinteurs, sauf que on n'en a plus tant que ça des sprinteurs. Beaucoup de coureurs ont abandonné et pourtant j'enregistre avant, au moment du départ de l'étape du Monte Bodone. Donc je peux vous dire qu'il y a peut-être encore des coureurs qui vont se retrouver hors délai ou qui vont abandonner pendant l'étape. On ne devrait pas avoir une étape très passionnante avant peut-être la dernière heure de course où on devrait longer un peu plus la mer. Sinon, c'est vraiment une étape comme on sait très bien le faire sur le Giro, c'est-à-dire une étape toute plate comme ça, avec quasiment aucun dénivelé positif dans la dernière semaine. C'est un truc assez récurrent sur le Giro. Je pense notamment sur le Giro Covid, l'étape qui avait été raccourcie. Je pense également sur l'année dernière, l'étape de Kort Nielsen, il n'y avait pas beaucoup Kort Nielsen, l'étape Kort Nielsen fait 3, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé positif aussi. C'est un truc assez récurrent sur le Giro et réussir à avoir aussi peu de dénivelé positif sur une étape, c'est quand même une performance. Parce que donc, parmi les chiffres que j'avais récupérés il y a quelques jours, 328 mètres de dénivelé positif. 19e étape dans ce classement, étape en ligne, donc la plus facile, même à Rome, alors que l'étape sera plus courte à Rome, on aura plus de dénivelé positif. Même sur le Tour de France, et 328 sur le Tour, on l'a quasiment jamais, ce chiffre-là. 328, c'est vraiment extrêmement faible. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape entre Pergine, Valsugana et Caorle, 198 km avec une première partie en faux plat descendant et ensuite c'est tout plat. C'est-à-dire vraiment le dénivelé positif, à part la côte à Rossegno, la côte à Villa Agnedo, il n'y a absolument rien pour mettre en difficulté les sprinteurs, à part le fait qu'ils ne soient plus très nombreux. Et que donc les équipes de sprinteurs ont peut-être du mal à contrôler. On aura le sprint intermédiaire à Rosa au km 82.5, le sprint bonification à Lido di Jesolo. Ça sera au kilomètre 165, ou encore une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Sinon, je n'ai absolument pas grand-chose à dire, à part que nous allons longer, on va dire, Trévise. On passe par la rocade de Trévise. Sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette étape. On va regarder le final. Je peux juste préciser qu'il y a un pont qui sera traversé à 23 km de l'arrivée, qui est un pont flottant, qui est un petit peu étroit. Il faut toujours faire attention avec le vent. C'est avec la fin de parcours et le long de la mer. Les 30 derniers kilomètres sont le long de la mer, donc il faudra faire attention au niveau du vent, au niveau et ce pont flottant, et puis le dernier kilomètre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de virages dans le final. Donc à 3 km 7, on a déjà un rond-point enchaîné, donc avec un grand virage sur la gauche. Ensuite, on longe la mer de cette ville de Caorle avant un grand virage angle droit à 2 km 200 de l'arrivée, un autre à 1 km 8 de l'arrivée, encore un autre virage angle droit, lui qui sera à 1 km 6, 1 km 400 de l'arrivée on va dire, autre virage, là encore une fois à 1 km 2,
1 km 100 de l'arrivée ici, il faudra faire attention. Dernier virage angle droit, il sera à 600 mètres de l'arrivée avant une ligne droite qui sera très large, 9 mètres de large pour cette ligne droite de 600 mètres. Mais voilà, vous voyez, c'est assez tortueux quand même dans le final, donc il faudra faire attention, surtout si c'est humide, même si du côté de Caorlet, on nous indique peut-être un peu moins de pluie. Mais on regardera tout ça quand on parlera de la météo. Mais tout de suite, on parle de l'histoire du Tour d'Italie. On regarde la partie histoire de ce Giro 2023. On va revenir une nouvelle fois sur le Tour d'Italie 2004 avec l'étape 12 qui est arrivée à Trévise. Étape, donc Trévise, lieu de passage de cette étape numéro 17. C'était une étape toute plate comme aujourd'hui avec seulement 171 mètres de dénivelé positif. Donc là aussi, sacrée performance pour avoir aussi peu de dénivelé positif. Mais le Giro 2004 était assez plein sur les premiers jours de course. C'est pour ça que Petacchi aussi avait enchaîné autant de victoires d'étapes. La première échappée se forme assez rapidement. Au bout de 14 km, 3 hommes sortent du peloton. Le groupe de tête est composé de Leonardo Scarzelli, de la Columbia Sele Italia, le champion croate Radoslav Rogina de la Tenax et Gerd Stigmans de la Lotto. L'échappée prend très vite du temps malgré le fait que Gerd Stigmans soit dans l'échappée mais ne prenne pas beaucoup de relais. Il est surtout là pour aider son leader Makiwen. Au ravitaillement, l'écart est de 5 minutes et au même moment, la face à Bortolo de Petacchi décide de rouler en tête du peloton pour remplacer la Saeco qui contrôlait jusqu'à ce moment-là. Les équipes de sprinters contrôlent l'échappée à 30 km de l'arrivée. Elle a 1 minute d'avance sur... 1 minute de retard, le peloton a 1 minute de retard sur l'échappée, à 17 km de l'arrivée. Stigmans, qui je pense ne va pas se faire beaucoup d'amis avec ses petits copains d'échappée, lui qui ne passait quasiment pas de relais, décide d'attaquer et il s'isole en tête de course et le Belge est le dernier repris par le peloton. Ça me rappelle une année un Stéphane Androssetto qui s'est été énervé sur le Tour de France sur un autre coureur qui avait fait un petit peu la même chose. Les sprinteurs mettent en place leur train, le sprint est lancé, Petacchi s'impose une nouvelle fois et vraiment il n'y a pas de contestation de la part de ses adversaires. Makiwen fait 2 et Oussoff prend la 3e place au général, Cunego à 10 secondes d'avance sur Simoni. Le cycliste du jour, on va parler de Moreno, argentin, qui n'est pas très loin du lieu de passage de la course. Coureur cycliste de 80 à 94, spécialiste des classiques. Moreno, argentin, surtout des classiques ardennaises. 4 Liège-Bastogne-Liège dans sa carrière, 85, 86, 87 et 91, 3 flèches wallonnes en 90, 91 et 94, Tour des Flandres 90, Tour de Lombardie 87, champion du monde 86 également, 13 étapes sur le Tour d'Italie et 2 étapes sur le Tour de France, 8 étapes sur Tirreno et 67 victoires dans sa carrière. C'était vraiment un spécialisé classique. Alors plutôt des classiques ardennaises. Le triplé de Liège-Bastogne-Liège avait été assez impressionnant, vraiment il dominait sur ces courses-là. À partir des années 90, un peu moins dominateur, même à partir de 88, un peu moins dominateur, mais il va quand même encore avoir des résultats dans sa carrière. Sur les grands tours, c'était un peu moins ça pour Moreno argentin. Peut-être aussi pas toujours très bien entouré dans les différentes formations dans lesquelles il est passé. Donc Moreno argentin était italien, contrairement à son nom qui laissait penser qu'il était d'Argentine. Du côté de la météo, on devrait avoir des orages sur le parcours. Chance de pluie, 90%. Donc déjà, l'étape est assez ennuyante. Deuxièmement, les coureurs vont prendre de la flotte. Troisièmement, il y aura du vent de face pendant, 75% de la journée. Face, 3/4 face, qui devrait ralentir la progression des coureurs. Et puis en fin d'étape, le vent va tourner et passera de dos ou 3/4 dos, notamment le long de la mer, vitesse entre 15 et 25 km/h. Du côté de la stratégie, petite échappée et sprint massif. On n'a pas vraiment de relief. Faire attention, on est le long de la mer dans le final, mais il faudrait qu'il y ait des équipes de sprinteurs qui contrôlent et les baroudeurs savent qu'il n'y a plus beaucoup de sprinteurs au départ de la course. Ça va peut-être donner des idées à une plus grosse échappée pour se former, parce que c'est vrai que nous sommes en 3e semaine et que là, les équipes de sprinteurs, vous avez Cavendish, Milan, il n'a pas d'équipe autour de lui.
Vous avez DSM pour Meyerhofer ou Dainese, je ne sais même plus si Meyerhofer encore en course. Pedersen n'est plus là, donc on va peut-être pas faire le sprint pour Alex Kirch du côté de l'équipe Trek. Decker est plus là non plus pour Arkea. Donc il reste plus grand monde en pur sprinter. Caden Groves n'est plus là non plus. Donc on pourrait avoir une échappée qui aille au bout. Mais je pense pas qu'on aura du grand spectacle, même dans l'échappée, parce que ça sera compliqué quand même de réussir à s'extirper dans l'échappée. Du côté des favoris, je marque Cavendish en cas de sprint, Consoni en échappée, Gavazzi en échappée. Et puis alors Consoni, ça serait bien, parce que c'est quand même un coureur qui tourne autour sur le Tour d'Italie depuis des années. Gavazzi, ça serait une belle fin de carrière, on va dire, pour Francesco Gavazzi, parce qu'il est quand même plus proche de la fin que du début de carrière. Et puis en gros Scott Quatermain, ça serait une belle histoire aussi avec Charlie Quatermain, coureur qui a été professionnel, qui a dû repasser chez les amateurs. Pas facile pour lui, car trouver un poste chez Coratec qui peut faire le Giro derrière. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner dans une échappée pour Charlie Quatermain. Du côté, je baille en pensant déjà à cette étape. Du côté du programme télé, Eurosport 1 entre 12h30 et 12h50, arrivée prévue entre 17h et 17h30. Nous, on se retrouve donc ce soir 17h30 pour le débrief sur TikTok aux alentours de 17h30, sur YouTube. Ça sera aux alentours de... ça sera à 21h. Parce que là, je pense que le débrief, ça sera rapide sur YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il va y avoir également la présentation du Grand Prix de Monaco du côté de la Formule 1. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!